Au XVIe siècle, les côtes du Nouveau Monde étaient des écosystèmes vibrants, regorgeant de vie et de cultures ancestrales profondément enracinées. Pour les peuples autochtones, la mer n'était pas seulement une source vitale de nourriture, c'était le cœur battant de leur existence, un lien spirituel et économique indissoluble qui façonnait chaque aspect de leur quotidien. Des communautés entières vivaient en symbiose parfaite avec les cycles marins, développant et perfectionnant des techniques de pêche d'une sophistication remarquable, transmises avec respect et précision de génération en génération. Leurs canoës, taillés avec expertise, glissaient silencieusement sur les eaux, tandis que leurs filets, méticuleusement fabriqués à partir de fibres naturelles locales, capturaient poissons et crustacés avec une efficacité qui respectait l'équilibre délicat de la nature. C'était une vie d'équilibre, de savoir-faire ancestral et de profonde connexion spirituelle avec l'environnement marin, où chaque prise était perçue comme une bénédiction et chaque marée une promesse renouvelée de subsistance et de continuité. Mais cette harmonie ancestrale fut brutalement interrompue et irrémédiablement brisée. L'arrivée inattendue des navires européens, avec leurs voiles imposantes fendant l'horizon et leurs équipages étrangers, marqua le début d'une ère de bouleversements sans précédent et de profonds traumatismes. Au début, les rencontres furent parfois empreintes d'une curiosité mutuelle et d'échanges timides, mais l'intention réelle des nouveaux venus devint rapidement et douloureusement claire. Exploiter sans scrupule les richesses naturelles de ces terres inconnues. Les pêcheurs autochtones, autrefois maîtres incontestés et respectueux de leurs eaux territoriales, virent leurs précieux territoires marins se transformer en zones de compétition acharnée et de conflits potentiels. Les Européens ne comprenaient ni ne respectaient les pratiques durables et équilibrées des indigènes, considérant la mer comme une ressource inépuisable et un bien commun à piller sans vergogne pour leur propre profit matériel. La pression exercée sur les ressources halieutiques devint rapidement insoutenable, menaçant l'équilibre écologique millénaire. Les Européens, équipés de technologies de pêche plus agressives et destructrices, telles que de grands filets de traîne et des hameçons métalliques à grande échelle, commencèrent à vider les bancs de poissons à un rythme alarmant et sans précédent. Là où les autochtones pratiquaient une pêche sélective, saisonnière et respectueuse des cycles naturels, les nouveaux arrivants chassaient sans discernement, ne laissant que peu de répit aux espèces marines pour se reproduire et reconstituer leur population. Cette surexploitation non seulement menaçait l'approvisionnement vital en nourriture des communautés indigènes, mais perturbait également l'équilibre écologique délicat que ces peuples avaient maintenu avec sagesse et persévérance pendant des millénaires. Leurs sources de subsistance diminuaient inexorablement, les forçant à s'adapter à marche forcée ou à subir les conséquences tragiques de la famine. Le problème ne se limitait malheureusement pas à la mer. Il s'étendait également à la terre ferme. Les Européens revendiquaient sans hésitation des terres côtières stratégiques pour y établir de nouvelles colonies, des ports commerciaux et des postes de traite, privant ainsi les pêcheurs autochtones de leurs accès traditionnels et vitaux à l'eau. Les plages où ils réparaient méticuleusement leurs filets, les criques abritées où ils lançaient leurs canoës et les sites sacrés intimement liés à l'océan étaient désormais sous le contrôle étranger et inhospitalier. Les indigènes se retrouvaient de plus en plus étrangers sur leurs propres terres ancestrales, leurs mouvements et leurs pratiques de pêche ancestrale sévèrement restreints et criminalisés. L'idée même de propriété foncière, totalement étrangère à de nombreuses cultures autochtones basées sur le partage communautaire, fut imposée avec force, bouleversant radicalement leur mode de vie et leur structure sociale. Pire encore, les Européens apportèrent avec eux des maladies dévastatrices contre lesquelles les populations autochtones n'avaient aucune immunité naturelle. La variole, la rougeole et la grippe se propagèrent comme des feux de forêt incontrôlables, décimant des villages entiers en quelques semaines seulement. Les pêcheurs, qui dépendaient intrinsèquement de la force physique,
de la santé robuste et de la cohésion communautaire pour leur survie, furent particulièrement vulnérables à ces fléaux. Des générations de savoir-faire précieux en matière de pêche, de navigation experte et de connaissances approfondies des écosystèmes marins furent perdues à jamais avec la disparition tragique de leurs aînés respectés et de leurs experts irremplaçables. La maladie ne tuait pas seulement des individus, elle éradiquait des cultures entières et des modes de vie ancestraux, laissant derrière elle un vide immense et un héritage de douleur. Ceux qui survivaient miraculeusement aux maladies et à la violence coloniale étaient souvent asservis de force ou contraints de travailler pour les colonisateurs, dans des conditions inhumaines. Les pêcheurs indigènes, avec leur connaissance inégalée et intime des eaux locales, étaient particulièrement prisés pour leur expertise et leur savoir-faire. Cependant, ils n'étaient absolument pas rémunérés équitablement, souvent contraints à des tâches éreintantes et dangereuses pour un salaire de misère symbolique ou des biens de peu de valeur réelle. Leurs compétences, autrefois source de fierté, d'autonomie et de respect au sein de leur communauté, furent détournées et exploitées au profit exclusif des Européens, transformant des hommes libres en main-d'œuvre corvéable et exploitée. Cette servitude économique détruisait leur dignité humaine et brisait irrémédiablement le tissu social et culturel de leur communauté, les laissant démunis et désespérés. La spiritualité et la culture des peuples côtiers étaient intrinsèquement et profondément liées à l'océan, considérés comme un être vivant et sacré. Les chants rituels, les cérémonies ancestrales et les légendes transmises oralement racontaient inlassablement la mer, ses créatures mystérieuses et ses esprits puissants. Avec la perturbation forcée de leurs pratiques de pêche traditionnelles et la destruction progressive de leurs habitats naturels, ces traditions ancestrales commencèrent à s'estomper douloureusement et à être oubliées. Les jeunes générations, confrontées à un monde en mutation rapide et à l'oppression coloniale constante, perdaient le lien vital avec les savoirs ancestraux de leurs aînés. Les prêtres et missionnaires européens tentaient activement de convertir les autochtones, dénigrant ouvertement leurs croyances spirituelles et leurs pratiques culturelles. C'était une attaque non seulement physique et matérielle, mais aussi spirituelle et identitaire, érodant l'âme même de ces peuples. Face à cette oppression grandissante et insupportable, la résistance était inévitable et courageuse. Cependant, les armes rudimentaires des autochtones ne faisaient malheureusement pas le poids face à la puissance de feu supérieure des Européens, armés de mousquets et de canons. Les conflits étaient souvent brutaux, sanglants et unilatéraux, entraînant des massacres indiscriminés et des représailles sanglantes. Les pêcheurs, qui connaissaient chaque recoin de leur côte et chaque courant marin, utilisaient parfois leur environnement familier à leur avantage tactique, menant des raids éclairs et des embuscades audacieuses. Mais la supériorité militaire et numérique écrasante des colonisateurs rendait toute victoire significative difficile, voire impossible à maintenir sur le long terme. Chaque acte de résistance, bien que profondément courageux et héroïque, était souvent suivi de nouvelles souffrances et de pertes incalculables pour les communautés. Au-delà de la surpêche dévastatrice, l'arrivée des Européens a introduit de nouvelles formes de dégradation environnementale, totalement inconnues des autochtones. L'abattage massif et irréfléchi des forêts côtières pour la construction navale et l'établissement rapide de colonies a entraîné une érosion accélérée des sols et une sédimentation importante des eaux, détruisant irrémédiablement les frayères essentielles et les habitats marins fragiles. La pollution des ports européens, avec leurs déchets déversés et leurs eaux usées industrielles, contaminait gravement les zones de pêche traditionnelles, rendant les poissons impropres à la consommation. Les autochtones, qui avaient toujours vécu en équilibre parfait avec leur environnement naturel, voyaient leur monde naturel se détériorer à une vitesse alarmante et sans précédent, rendant la pêche encore plus difficile, dangereuse et moins productive, menaçant ainsi leur survie.
La perte de la capacité de pêcher librement et de subvenir à leurs besoins essentiels était bien plus qu'une simple difficulté économique. C'était une perte profonde et irréversible de leur souveraineté et de leur autodétermination. Les peuples autochtones avaient toujours été autonomes, leurs systèmes politiques et sociaux étant intrinsèquement et historiquement liés à leur capacité à exploiter durablement leurs terres et leurs eaux. En étant réduits à une dépendance forcée envers les colonisateurs, leur structure de gouvernance traditionnelle s'effondrait inexorablement, remplacée par les édits arbitraires des puissances coloniales. Cette perte d'autodétermination était une humiliation profonde et un coup dévastateur porté à leur identité collective, les laissant sans voix et sans pouvoir face à la machine coloniale. La dépendance des pêcheurs autochtones vis-à-vis des ressources marines signifiait que leur régime alimentaire traditionnel était directement et sévèrement impacté par la surpêche européenne et la perte d'accès à leur territoire. Ce qui était autrefois une alimentation riche et variée, pleine de protéines essentielles et de nutriments vitaux, est devenu une denrée rare et difficile à obtenir. Les communautés ont été contraintes de s'adapter à des régimes alimentaires moins nutritifs, souvent basés sur des rations de faible qualité fournies par les colons, si disponibles, ou sur des ressources terrestres moins familières et moins abondantes. La malnutrition est devenue malheureusement courante, affaiblissant encore davantage les populations déjà décimées par les maladies, les rendant plus vulnérables aux épidémies et moins résilientes face aux autres épreuves. Au-delà des souffrances physiques et matérielles évidentes, il y avait un profond et durable tribut psychologique. Voir ces terres ancestrales envahies et profanées, ces ressources naturelles pillées sans vergogne, ces traditions spirituelles méprisées et sa communauté décimée laissait des cicatrices invisibles mais profondes dans l'âme. Le désespoir, la tristesse, la frustration et la colère devinrent des compagnons constants pour de nombreux pêcheurs qui voyaient leur monde s'effondrer. La perte de leur mode de vie traditionnel, de leur dignité intrinsèque et de leur autonomie ancestrale engendra un sentiment d'impuissance accablant et de désarroi profond. Ce fardeau psychologique se transmettait malheureusement de génération en génération, impactant durablement la résilience et le bien-être collectif de ces peuples opprimés. Les tentatives d'assimilation forcée aggravaient encore davantage la situation déjà précaire. Les enfants autochtones étaient parfois retirés brutalement de leur famille pour être éduqués dans des institutions coloniales telles que les missions et les pensionnats, où on leur interdisait strictement de parler leur langue maternelle ou de pratiquer leurs coutumes ancestrales. Ces politiques coloniales visaient délibérément à effacer l'identité autochtone, brisant les liens familiaux et communautaires qui étaient essentiels à leur survie et à la pérennité de leur culture. Pour les pêcheurs, cela signifiait que les connaissances et les compétences vitales liées à la mer, transmises oralement de génération en génération, étaient gravement menacées de disparition. La transmission intergénérationnelle du savoir était gravement compromise, sapant l'avenir même de leur précieux héritage maritime. Le système juridique colonial était un autre instrument d'oppression et d'injustice. Les pêcheurs autochtones étaient souvent soumis à des lois qu'ils ne comprenaient absolument pas, et qu'ils n'avaient absolument pas contribué à créer, car elles leur étaient imposées. Les conflits de droit de pêche ou de propriété foncière étaient invariablement jugés en faveur des colons, renforçant l'inégalité structurelle. Les indigènes n'avaient que peu de recours légaux et étaient souvent punis sévèrement pour des infractions mineures ou pour avoir simplement continué leurs pratiques ancestrales et légitimes. Cette justice inégale et partiale renforçait leur statut de citoyens de seconde zone et leur incapacité totale à défendre efficacement leurs droits fondamentaux et leurs territoires ancestraux, les laissant sans défense. En somme, être un pêcheur autochtone sur la côte au XVIe siècle était une existence semée d'embûches, de souffrances et de tragédies inoubliables. C'était passer de la maîtrise respectueuse et de l'harmonie symbiotique avec l'océan à la servitude forcée et à la marginalisation.
C'était voir son monde s'effondrer sous le poids dévastateur de la maladie, de la violence coloniale, de l'exploitation impitoyable et de la destruction environnementale irréversible. C'était la perte irréversible d'une culture riche et complexe, de savoirs ancestraux inestimables et d'une connexion profonde et spirituelle avec la terre et la mer. Leur histoire est un rappel poignant et crucial du coût humain et culturel inimaginable de la colonisation. Une période sombre où l'autonomie et la survie étaient des luttes quotidiennes et désespérées.